Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur El Bilad TV et sur Challenge. Au menu de cette édition, les dernières assises de l'agriculture avec ce qu'il en reste en mémoire. Quels en ont été les débats et les principales recommandations et que faudra-t-il réellement en attendre? On fera le point avec Issa Mansour, expert en agriculture et conseiller à l'export. Je recevrai ensuite Mahdi Atmani, directeur adjoint d'Injaz El Jazair, pour évoquer ce partenariat que son organisation vient de sceller avec le ministère de l'Industrie, histoire d'encourager les jeunes porteurs de projets, d'entreprises. Mais parlons d'abord d'agriculture. Issa Mansour, vous êtes, je le disais un instant, expert en agriculture, conseiller à l'export. Alors, comment, de votre point de vue, se sont déroulées ces fameuses assises de l'agriculture? Qu'est-ce que l'on doit en retenir? Bonsoir et merci pour l'invitation. Je vous en prie. En effet, on a organisé début de semaine les assises nationales sur l'agriculture sous le thème l'agriculture au service de la souveraineté nationale et de la sécurité alimentaire. Mais moi, je me pose la question, est-ce que ces assises-là étaient pour élaborer en quelque sorte une nouvelle politique agricole, ou bien c'était une réunion comme d'autres qu'on oublie juste après la clôture des travaux? Et donc, alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que pour élaborer une politique agricole adéquate, une vraie politique agricole, un mois, ça ne suffit pas pour faire le travail. Parce que vous savez que les assises, c'était le fruit du travail de 9 ateliers qui ont travaillé pendant un mois sur des différentes thématiques du secteur de l'agriculture. Vous avez été associé à ces travaux? Non, je n'ai pas été convié pour être de la partie. D'accord, et donc ce mois, ça ne suffit pas? Bien sûr, ça ne suffit pas, parce que le marasme dont se trouve notre agriculture, c'est un marasme profond. On ne peut pas le résoudre en un mois. Vous savez, en un mois, je pense moi, en un mois, on ne peut même pas énumérer les problèmes dont baigne notre agriculture. Et que dire alors de proposer des solutions et faire toute une feuille de route? Normalement, ça doit prendre beaucoup de temps. D'accord. Bon, il y a eu des débats, il y a eu des discours, il y a eu des recommandations. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui a été dit et fait? Pour les recommandations, jusqu'à l'heure actuelle, je n'ai pas encore vu les recommandations, je n'ai pas de position pour le document. Donc, ce que je peux dire, les recommandations qui ne seront jamais mises en œuvre. Pourquoi? Parce que chez nous, même les lois, on transgresse les lois, on n'applique pas les lois. Que dire alors des recommandations? Je pense que ces recommandations-là auront le sort d'autres recommandations qui ont été déjà prises et qui ont été, comment dirais-je, envoyées au calendrier grec. Voilà, donc c'est le sort de ces recommandations-là. Je pense qu'ils auront le même sort. Et pourtant, les problématiques, elles sont connues du secteur agricole et je pense qu'elles ont été une nouvelle fois posées. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je ne pense pas que la problématique est connue à 100%. Pourquoi? Parce qu'en l'absence de données statistiques fiables. Vous savez, les statistiques agricoles n'existent pas. Il n'y a pas un système performant des statistiques. Pourquoi je vous dis que ces recommandations ne seront pas appliquées? Parce que ces recommandations ne peuvent pas être une feuille de route adéquate. Pourquoi? Parce que actuellement, on se base sur des données et des statistiques du recensement général de l'agriculture qui a été effectué en 2001. Ça date. C'est le dernier? C'est le dernier, oui. 17 ans, ça fait 17 ans. Comment on peut se baser avec d'anciennes informations et d'anciennes statistiques pour élaborer une nouvelle technique, enfin une nouvelle programme? Ça ne se fait pas. Les différents ministres qui se sont succédés au pupitre ont souligné malgré tout les avancées du secteur, des avancées qui sont très conséquentes en termes de chiffres. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Il y a des avancées, certes. En termes de production, oui, en termes de productivité. Oui, il y a des avancées, certes, mais ce n'est pas suffisant. Quand on voit le programme qui a été appliqué depuis 18 ans, et quand on voit toutes les dépenses qui ont été effectuées, les budgets qui ont été alloués au programme, donc c'est insuffisant. Si on dit actuellement qu'on a atteint une certaine suffisance alimentaire, bon, une certaine suffisance alimentaire, pas vraiment, elle n'est pas vraiment réelle, parce que quand on voit les prix des produits agricoles, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment une abondance. Aussi, quand on dit qu'on a atteint une suffisance alimentaire, ce que veut dire que tous les marchés sur le territoire national seront alimentés, seront approvisionnés en produits agricoles d'une façon, comment dirais-je, d'une façon pérenne, voilà, et que ces produits arrivent aux consommateurs avec des prix abordables. C'est ce qui n'est pas le cas actuellement. En plus, l'acquis de l'autosuffisance alimentaire en quelques produits, ce sont les produits qu'on n'a pas soutenus. On n'a pas soutenu, par exemple, les produits maraîchers, on ne les a pas soutenus. Les filières qu'on a soutenues, elles ne sont pas encore développées. C'est ça le problème. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Cela, il faut qu'on réserve une émission de 2 heures pour parler de ce qui s'est passé vraiment pendant l'application du programme de développement de l'agriculture, qui n'a pas été appliqué d'une façon scientifique, d'une façon comment dire, adéquate. C'est un programme qui a été jeté comme ça, il a été appliqué sans contrôle et sans étude. C'est pour cela qu'il n'a pas vraiment réussi. Alors, aujourd'hui, comment serriez, selon vous, on se dégage là des assises. Maintenant, c'est par quoi il faut commencer? Est-ce que ce secteur, pour vous, est sinistré aujourd'hui? Oui, bien sûr. Et alors, par quoi il faut commencer? Par quoi il faut commencer? C'est une question pertinente. Et je vous réponds qu'actuellement, le secteur agricole en Algérie a besoin d'une politique agricole et d'une vraie politique agricole. Une politique agricole qui est basée sur une stratégie qui est basée sur le concept du développement durable, c'est-à-dire une politique qui va atteindre l'autosuffisance alimentaire d'une part et d'autre part, tout en préservant les réserves naturelles, dont les terres agricoles et l'eau, comme stipule l'article 19 de la Constitution d'ailleurs. Voilà, parce que si je vous dis le challenge ou le défi de l'agriculture contemporaine actuellement, ce n'est plus le défi classique de nourrir, par exemple, la population. Il y a un nouveau concept actuellement, c'est les changements climatiques. Il faut que la politique agricole adoptée, il faut qu'elle contribue à l'atténuation des répercussions néfastes des changements climatiques. Parce qu'on va subir ces conséquences-là si on ne prend pas de dispositions. C'est ça, là. Ces dispositions, ce sont des dispositions techniques, matérielles. En agriculture, en Algérie, il y a comment dirais-je, les principes élémentaires qui ne sont pas encore développés. Je vous donne l'exemple, par exemple, c'est la régularisation du foncier agricole. Premièrement, ça c'est le foncier agricole, c'est un problème en Algérie. Il n'est pas, on n'a pas une statut juridique vraiment clair pour les terres agricoles. Deuxièmement, l'inexistence d'une institution financière, par exemple, pour le financement de l'agriculture, parce que actuellement, il y a non, il y a la BADR, par exemple, mais la BADR, c'est une banque commerciale. On ne peut pas. Ce que veut dire quand elle finance l'agriculture, elle considère l'agriculture comme d'autres secteurs, alors que c'est faux. Normalement, on doit lui réserver à l'agriculture, comment dirais-je, des conditions spéciales. Voilà. Donc, c'est impératif de créer une institution spécialisée pour le financement de l'agriculture. Il y a aussi, par exemple, le développement de l'assurance agricole, qui ne joue pas vraiment son rôle dans le développement du secteur de l'agriculture. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, premièrement,
l'assurance agricole ne rentre pas vraiment dans la culture de l'agriculteur, premièrement. Deuxièmement, l'État a failli dans ce point-là. Mais pourtant, il y a une assurance qui est dédiée à l'agriculture. Oui, une assurance, mais si on voit le chiffre d'affaires de la caisse, par exemple, le CNAMA, si on voit son chiffre d'affaires, il est constitué à 90% des assurances auto. Donc là, tu comprends que l'assurance agricole, voilà. Donc c'est un grand problème. Quand on voit, parce que l'agriculteur qui n'est pas assuré, lui-même n'est pas assuré, et ses cultures ne sont pas assurées. Donc c'est un problème. C'est pour cela qu'actuellement on parle souvent du vieillissement, par exemple, de la main-d'œuvre agricole. C'est un problème, ça. Quand un jeune voit que les agriculteurs vivent dans la misère, que lui-même n'est pas assuré, qu'il n'est pas protégé, même son revenu n'est pas protégé. Par exemple, quand on voit l'abondance des produits, quand les prix baissent, c'est l'agriculteur qui paye. Il n'y a pas un système pour protéger son revenu. C'est ça le problème aussi. Donc c'est tout un... Il y a aussi un autre problème. Il faut relancer les instituts de recherche. Les instituts de recherche, les instituts de vulgarisation. Parce qu'ils ont existé, ils ont disparu? Non, ils existent toujours. Des sachets, c'est l'un des acquis les plus importants du secteur de l'agriculture, c'est ces instituts techniques. Chaque filière agricole a un institut technique en face. Mais malheureusement, ces instituts techniques de formation, de vulgarisation, ne jouent pas leur rôle. Et quand je vous dis qu'ils ne jouent pas leur rôle, je ne fais pas allusion, par exemple, à l'incapacité, par exemple, de nos cadres à gérer cela. Mais au contraire, parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce qu'ils n'ont pas de moyens, ni des moyens matériels, ni financiers pour travailler. Donc, ces instituts sont devenus des organismes administratifs par excellence. Et même, donc les chercheurs, les ingénieurs sont devenus des fonctionnaires qui attendent leur salaire et c'est tout. Il a été souligné la vieillesse de la population agricole. Oui. Alors, comment remédier à cela? Comment remédier? Je termine par les points. Oui. Vous disiez que c'était l'un des derniers points. Non. Après la relance des instituts, il y a aussi, comment dirais-je, protéger, comme on a dit, il faut protéger le revenu de l'agriculteur. Il faut le protéger par un système afin qu'il ne subit pas, à chaque fois, il ne subit pas les aléas du marché. Par exemple, s'il y a une abondance de produits, s'il produit plus, s'il fait un surplus de production et que les prix baissent, il ne faut pas que c'est lui qui va payer les pots cassés. Et là, qu'est-ce que vous préconisez? Une subvention de l'État? Non, oui, il y a des systèmes, bien sûr, avec l'assurance. Pour mettre un système pour protéger le revenu des agriculteurs. Et tout cela n'est toujours pas en place? Non, il n'y a pas. Non. Actuellement, il n'y a rien. Aujourd'hui, les agriculteurs, comment vivent-ils? Je parle des petits agriculteurs. Est-ce qu'ils arrivent à subvenir à leurs besoins? L'agriculteur, des fois il gagne, des fois il perd. L'agriculteur, chez nous, il produit d'une façon anarchique parce qu'il n'y a pas de coordination entre l'agriculteur ou le producteur et les services de l'agriculture, par exemple, au niveau de la wilaya. Il n'y a aucune relation. Donc, on le laisse produire anarchiquement. Et on est en plein marché quasi informel. Là. Oui, le marché, c'est le plus grand problème. Parce qu'il n'y a pas de système de régulation de marché aussi. C'est ça le problème. Il n'y a pas de système de régulation. Quand on produit et on n'a pas où stocker, on n'a pas les moyens de diffuser les produits agricoles, on n'a même pas suffisamment de marché de gros. Voilà, c'est ça le problème. Donc, le produit, des fois on dit on a produit avec abondance. Mais il n'y a que les spéculateurs qui profitent. Il n'y a que les spéculateurs. L'agriculteur perd et le consommateur aussi, il paye. Qui pourra organiser tout cela et restructurer tout cela? Normalement, l'agriculteur ne fait que produire. Normalement, c'est du ressort des pouvoirs publics. C'est le ministère de l'Agriculture et c'est le ministère du Commerce. Est-ce que vous les mettez en cause aujourd'hui? Remettez en cause quoi? Leur action. Est-ce qu'aujourd'hui, ils font défaillance, les autorités, par rapport à ce que la structure devrait être aujourd'hui? Oui, mais il y a un manque flagrant dans la régulation du marché. On le voit, là, ça saute aux yeux, ce n'est un secret pour personne. Quand on voit des produits, donc les prix des produits qui s'élèvent de 100% en l'espace d'une semaine,
Ça se comprend qu'il y a pas, qu'on ne contrôle pas vraiment le marché. C'est ça le produit. On trouve un produit à 100 dinars, après 2 semaines, on le trouve à 200 dinars. Donc il y a un point d'interrogation, un grand point d'interrogation. Ok. Et alors, mais cette restructuration, le président lui-même l'a appelé à cette restructuration, mais comment va-t-on la mettre en place rapidement? Le malheur, c'est que c'est tout le monde Qui appelle à cela. Qui appelle à cela. On a vu Monsieur le Président de la République, Monsieur le Premier ministre, c'est tout le monde qui parle des problèmes de l'agriculture. Mais on ne sait pas par qui va commencer, par quoi on va commencer et comment on va le faire. Voilà, c'est ça. Je vous dis qu'on n'a pas un manque d'idées. On n'a pas un manque d'idées, on a des idées, il y a des idées, les finances, ça ne manque pas. Mais pourtant, je sais qu'au ministère de l'Agriculture, on fait appel à beaucoup d'experts qui sont internationaux, notamment à la FAO. Bon, malgré tout ça, les idées ne sont toujours pas en place. Voilà, donc il n'y a pas d'efficacité. Même s'il y a des programmes de développement, mais qui ne sont pas appliqués d'une façon correcte. C'est ça, il n'y a pas une volonté vraiment de développer le secteur. Et pourtant, on dit que le secteur de l'agriculture est le deuxième pourvoyeur de richesse pour l'Algérie. Normalement, oui. Normalement, pour l'Algérie, c'est un pays agricole. Normalement, même le slogan officiel. Non, mais il l'est. Il l'est, mais on appelle à ce qu'il le soit plus. Voilà, oui. Même le slogan officiel des pouvoirs publics, après la chute des prix du pétrole, ils disent qu'il faut que c'est l'agriculture qui devait être l'alternative aux hydrocarbures. Oui. Mais cela, ça ne peut pas être actuellement. Si on dit cela, ça veut dire que les exportations des produits agricoles va nous faire rentrer jusqu'à 30 à 40 milliards de dollars. Avec quel produit on peut réaliser ce chiffre-là? Et il est quasiment impossible à court terme. Comment vous jugez la relation de communication entre les différents relais de l'État sur les régions avec le monde agricole? Est-ce que l'information passe? Il y a une relation qui est soutenue? Comment vous jugez cela? Parce que c'est par là que ça peut aussi déboucher. Pas assez. Pas assez parce qu'on voit que même les filières agricoles ne sont pas vraiment organisées. Je vous dis qu'en termes de production, que les agriculteurs sont livrés à eux-mêmes. Il n'y a aucune coordination entre les producteurs et entre l'administration, par exemple. Autre coordination qu'il devrait y avoir, c'est peut-être l'avènement des coopératives agricoles. Oui, c'est très important. Ce sont des choses qui marchent, qui fonctionnent ailleurs. Oui. Comment ça se passe chez nous? Oui, parce que c'est impératif pour nous. Pourquoi? Parce que nous, notre agriculture est basée sur des petites exploitations. 70% des exploitations ont moins de 10 hectares. Donc, c'est très, très important que ces exploitants se regroupent en coopérative. C'est très, très important. Donc, il y a beaucoup de travail à faire. Et notamment pour financer la modernisation technique des Oui, bien sûr. matériels. Et l'État doit prendre en charge des mesures incitatives pour inciter les agriculteurs à se regrouper en coopérative. Pourquoi les jeunes abandonnent le secteur rural et agricole? Parce que l'agriculture n'est pas un secteur qui fait vivre vraiment. Je vous dis que quand les jeunes voient les agriculteurs comment qu'ils vivent, ça les encourage pas. Enfin, la deuxième des choses, c'est que les jeunes ont d'autres alternatives. Dans les écoles d'enseigne, c'est plus facile. Et pourtant, on voit de grandes exploitations agricoles s'installer, et même les Américains venir. Ça, c'est un autre débat. Les méga-projets agricoles, l'agro-business, ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais qui peut faire avancer les choses du point de vue agricole? Il faut faire vraiment, il faut qu'il y ait un débat profond pour ce problème-là. Oui, mais qu'est-ce que vous en pensez en attendant ce débat profond? Parce que, pour notre agriculture est basée, je vous dis que c'est des petits agriculteurs qu'il faut vraiment encourager. Et quand je vous dis au début que la politique agricole doit s'inscrire dans le respect de l'économie, comment dirais-je, durable, c'est qu'il faut préserver les ressources en eau, les ressources d'eau souterraines.
qu'il faut préserver pour les générations futures. Parce que cette eau-là, ce n'est pas pour nous. Donc, ça, c'est un problème qu'on doit poser. Il y a un épuisement. Si on applique ces méga-projets agricoles, il y aura un épuisement des ressources d'eau souterraines. C'est un problème. À long terme, c'est un grand problème. Issa Mansour, je vous remercie de cet éclairage sur ce qu'ont été les assises de l'agriculture et c'est l'état dans lequel se trouve notre agriculture. Et je serais ravi d'organiser un débat avec vous sur le rôle de ces grandes exploitations qui se font jour. Merci encore de votre présence ici. Merci. Nous allons recevoir dans un instant Mahdi Atmani d'Injaz El Jazair qui va nous évoquer une récente convention qui a été signée avec le ministère de l'Industrie pour essayer d'encourager les porteurs de projets en entreprise. À tout de suite. Mahdi Atmani, bonsoir. Vous êtes le directeur adjoint d'Injaz El Jazair et vous venez de signer, donc je le disais à un instant, une convention visant la formation, la motivation de jeunes porteurs de projets. Alors, de quoi s'agit-il réellement et qui en est à l'initiative? Il s'agit réellement d'un challenge et je pense que ça va bien justement avec le titre de votre émission, Reda. Alors, c'est un challenge que rencontre toute association algérienne en fait. Si on devait se comparer aux acteurs associatifs que l'on peut rencontrer dans d'autres pays. En Algérie, l'acteur associatif, il est un petit peu oublié, alors qu'ailleurs, il est l'élément central de toute décision, qu'elle soit politique, sociale, économique ou autre. Donc le fait que l'on ait réussi à signer justement ce partenariat, je perds mes mots, avec le ministère de l'Industrie, c'était un gros challenge pour nous. C'est venu après plusieurs mois de rencontres, plusieurs réunions. C'est vous qui avez provoqué ce partenariat? Effectivement, c'était c'est venu de nous, une envie qui est venue de notre part après avoir vu que notre secteur d'activité était l'entrepreneuriat, la promotion de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement des jeunes dans la création de leur entreprise, et d'un autre côté, toutes les structures d'aide qu'avait le ministère de l'Industrie, tous les moyens aussi mis en œuvre par le ministère de l'Industrie aussi bien à Alger que dans plusieurs wilayas du pays, presque la totalité. Et c'est à partir de là, à partir de ce constat qu'on les a approchés pour essayer justement de créer une synergie entre ce que nous faisons à notre très petite échelle, à l'échelle d'une simple association, et ce que fait tout un ministère à l'échelle nationale. Donc visiblement, ce que vous allez faire va devenir grand. En fait, vous visez une population, avec le ministère, de combien de jeunes? Là, actuellement, on a signé une convention qui va sur 2 ans. Combien de jeunes nous allons former? Donc, pour l'année académique prochaine, ça ira entre 1000 et 5000. Tout dépendra des possibilités d'implémentation et ce sera en quelque sorte une première année d'essai avant d'évaluer la chose, d'évaluer les résultats et éventuellement atteindre les 5000 par an en moyenne. La presse a relaté le chiffre de 50 000 d'ici 2022. Vous avez vu ça? Exactement. Concernant le chiffre de 50 000 personnes formées, c'est des objectifs propres à Injaz. Nous espérons atteindre en cumul, je tiens à le préciser, un cumul de 50 000, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, et après presque 8 ans d'existence, nous avons atteint 18 000. D'accord. Qui êtes-vous, Injaz? D'où venez-vous et pourquoi vous intéressez-vous autant au monde entrepreneurial? Nous sommes une association. Nous sommes une association à but non lucratif et de droit algérien. Nous avons commencé nos travaux en Algérie en 2010 sous l'égide du Club CARE, qui est le cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise. Et avons obtenu notre agrément en octobre 2016. Et donc depuis octobre, nous sommes une association complètement indépendante et à part entière. Notre mission principale est de créer des passerelles entre les jeunes et le milieu professionnel, aussi bien pour être employé qu'employeur. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de programmes qui aident le jeune Algérien qui est en pleine étude, qui est en plein processus de formation, on va dire classique. On essaie à faciliter, à créer des passerelles entre lui et éventuellement le monde professionnel pour être employé,
nous avons un certain nombre de programmes concernant l'employabilité et même la culture financière. Et nous avons encore d'autres programmes qui concernent l'entrepreneuriat. Et c'est autour de ces programmes-là, de ce pilier-là qui est l'entrepreneuriat, qu'a été signée la convention entre le ministère de l'Industrie, précisément la DGPME, la Direction Générale de la PME, et notre association Injaz El Jazair. Alors, qu'ont-ils de si particulier ces programmes et qui les concocte? Alors, les programmes, ce sont des programmes qui sont mis en œuvre dans plus de 123 pays à travers le monde. C'est-à-dire que aussi bien vous trouverez Injaz El Jazair, vous trouverez aussi Injaz Al-Maghreb, Injaz Tunis dans le monde arabe. Si vous partez en France, nous allons nous appeler la jeune entreprise française, et aux États-Unis, Junior Achievement. C'est-à-dire que ces programmes sont mis en œuvre par plusieurs associations à travers le monde. Et ils sont partagés, c'est ça? Ils sont partagés. Supposons qu'au jour d'aujourd'hui, nous, autant qu'Injaz El Jazair, nous n'avons pas encore eu ni les moyens matériels, ni les moyens humains d'imaginer un nouveau programme, de l'essayer, de le tester, de l'évaluer et éventuellement de le partager avec d'autres pays. Mais les programmes que nous mettons actuellement en œuvre sont des programmes que nous avons ramenés de pays étrangers, d'Afrique noire, de la Tunisie. Qu'ont-ils de si spécifique ces programmes? Parce qu'en définitive, il s'agit de former au management, à des choses qui se font dans les écoles chaque jour. Pas vraiment, parce que nous avons une approche qui est le learning by doing, c'est-à-dire l'apprentissage par la pratique. Au lieu d'apprendre à un jeune comment créer une entreprise et que ça reste juste de l'encre sur tableau ou de la créer sur du tableau, nous avons un programme qui s'appelle le Company Programme, qui est un programme de 6 mois où ce jeune devra créer, gérer une entreprise que nous appelons une entreprise estudiantine, c'est-à-dire une entreprise qui a une durée de vie de 6 mois, durant laquelle, certes, il devra gérer son équipe, produire, vendre, etc. Mais le but principal de cette entité est seulement d'apprendre comment créer une entreprise, comment gérer des employés, comment gérer des projets, comment communiquer et comment faire tourner un business. D'accord. Alors, dans le business, justement, en Algérie, vous avez donc des partenaires, sans doute, et qui interviennent. Donnez-nous des noms, qu'on puisse savoir un petit peu à qui on peut avoir affaire dans ce type de programme. On commencera à parler, bien évidemment, du président de notre association, M. Ali Azouz, qui représente l'entreprise Xerox, CBS Xerox. Donc, c'est l'un des partenaires, des nombreux partenaires que nous avons. Mais en totalité, notre conseil d'administration est constitué de 22 individus qui, chacun d'entre eux, représente une très grande entreprise algérienne ou multinationale installée en Algérie. Et c'est justement eux qui financent ces programmes parce que ces programmes sont entièrement dispensés aux étudiants gratuitement. Et c'est eux qui sont à l'origine de cette initiative. C'est ce groupement d'hommes d'affaires algériens qui ont décidé d'aider à leur façon et avec leurs moyens l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs. Alors, quels sont les budgets que consent Injaz par année pour avoir un ordre d'idée dans ce type de formation? Ce n'est pas des budgets prédéfinis. Il faut savoir que comment nous fonctionnons, c'est-à-dire nous restons une association avec des moyens très réduits. Donc c'est du cas par cas avec chaque entreprise. Quand vous avez par exemple, nous l'avons fait un très bel exemple le week-end dernier à Oran où on a pu regrouper plus de 200 étudiants grâce au soutien de l'un de nos partenaires qui est Unilever. Et Unilever qui rencontrait des problématiques concrètes quant à leur usine qui se trouve à Oran. L'idée, c'est de faire appel à des étudiants, les former en entrepreneuriat et de leur donner comme challenge d'imaginer des business qu'ils pourraient éventuellement, Unilever, aider, financer et autres, de sorte à ce qu'il y ait du gagnant-gagnant, c'est-à-dire l'étudiant est formé en entrepreneuriat, il est aidé, il est suivi, et aussi l'entreprise qui finance, elle a un retour sur investissement. Et quel serait ce retour? Ça peut être financé, ça peut être un retour d'image,
peu importe, mais le résultat final... Mais comment un retour financier? C'est-à-dire qu'elle aurait une participation dans ce que ferait le jeune en montant une entreprise plus tard? Non, quand je dis retour financier, c'est par rapport à l'image, la communication, etc. Ça reste du sponsoring. N'oublions pas que le sponsoring de toute une entreprise est un investissement. Oui, parce que vos événements, vos formations, je ne sais pas, mais vous les médiatisez. Et qui s'adonne à ces formations? En fait, vous payez des formateurs ou ce sont les dirigeants eux-mêmes des entreprises qui viennent à différents échelons? Ça peut être les dirigeants eux-mêmes, comme vous dites, à différents échelons, mais une chose est sûre est que sur la totalité des formations Zinjaz, aussi bien ceux qui concernent l'entrepreneuriat ou ceux qui concernent la littératie financière ou la culture financière et même l'employabilité, c'est à 100% par du bénévolat. C'est-à-dire que vous-même, si vous avez un week-end à offrir juste pour aller à la rencontre d'étudiants, leur expliquer éventuellement comment créer une entreprise ou dans un autre registre, comment écrire un CV pour postuler, vous êtes le bienvenu avec nous et c'est un appel que nous lançons justement. Et vous avez des salles de formation dédiées à cela? Non, nous n'avons pas de chaîne. C'est qu'à l'origine et jusqu'au jour d'aujourd'hui, la totalité de nos programmes sont sous le patronage du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. C'est la raison pour laquelle, jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire avant la signature de ce partenariat, la totalité des programmes Zinjaz se font au niveau des universités et grandes écoles du pays. Et maintenant que l'industrie intervient, elle va intervenir d'ailleurs de quelle manière? Alors d'abord en vous permettant d'utiliser de nouveaux locaux. Exactement, entre autres de nouveaux locaux. Le ministère de l'Industrie, via la DGPME, a accès, non pas qu'ils ont accès, mais ont un certain nombre de ce qu'on appelle les pépinières d'entreprises et centres de facilitation, en nombre de 42, éparpillés sur plusieurs wilayas du pays. Via cette convention, nous pourrons donc installer les programmes Zinjaz de promotion de l'entrepreneuriat au niveau de ces structures d'aide aux porteurs de projets pour en faire bénéficier et les porteurs de projets qui sont incubés chez eux, mais aussi des personnes delta. D'accord, donc une présence dans quasiment toutes les wilayas. Est-ce que l'industrie va apporter aussi de l'argent dans cette aventure? Non, pas dans le cadre de ce partenariat du moins. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, les jeunes qui sont dans ces pépinières, d'où viendront-ils? Est-ce qu'ils viennent exclusivement du monde universitaire ou ils peuvent venir d'ailleurs? Principalement, au jour d'aujourd'hui, ils viennent du monde universitaire. Par contre, les pépinières d'entreprise et centres de facilitation reçoivent aussi des jeunes qui viennent des centres de formation, des CFPA, etc. Donc c'est ouvert à... Vous m'excuserez du terme, mais à monsieur tout le monde. D'accord. J'ai vu que jusque-là, vous avez beaucoup été draguer les étudiants dans les grandes écoles, dans les universités. Et puis, vous avez amené beaucoup à se lancer école par école dans différents projets d'entreprise. Des projets, je dirais, à la fois réels et fictifs, parce qu'ils ne sont pas matérialisés par une inscription au registre de commerce. Mais avec souvent de bons projets, puis souvent les Algériens ont gagné même dans dans des différentes compétitions. Voilà. Mais ce dont on s'est aperçu, c'est que ces projets, et souvent quand ils sont bons, finissent dans les tiroirs. Et cela n'est-il pas frustrant? En tout cas, j'ai senti une frustration au niveau de ces étudiants. Effectivement, il y a une certaine frustration parce que justement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces étudiants-là, qui passaient par le programme dont vous faites allusion, qui est le Compagnie Programme, nous demandaient un suivi après cette formation. Or, nous, Zinjaz, notre corps de métier, c'est réellement la formation en entrepreneuriat et non pas l'accompagnement quand la personne crée réellement son entreprise. Et c'est de là même que vient l'importance de ce partenariat que nous avons avec le ministère de l'Industrie, vu que via ces pépinières d'entreprise et ces centres de facilitation, le suivi de ces projets, l'incubation de ces projets et la floraison, j'ai envie de dire, de ces projets sera possible. Donc, au-delà de la formation en elle-même qui est le cœur de ce partenariat, il y aura aussi le suivi qui se fera de façon fluide, de façon naturelle au niveau de chaque pépinière et centre de facilitation. Comment vous allez faire maintenant pour trouver, parce que maintenant tout va se multiplier, tout va aller très vite, il va falloir vous organiser vous-même. Effectivement. Comment vous allez trouver les formateurs, comment vous allez trouver les chefs d'entreprise qui vont être vos partenaires? C'est vrai que vous avez acquis, je pense, une certaine expérience, mais il va falloir aller beaucoup plus vite.
et puis certainement rendre des comptes. Tout à fait. Ce qui est très intéressant avec les pépinières et centres de facilitation, et ce n'est pas connu du grand public, c'est que chaque pépinière et centre de facilitation est dirigé par un formateur et a un groupe de formateurs employés chez eux. Donc ça va être ces mêmes personnes qui vont se déployer pour former ces personnes-là. Mais ensuite, on espère et on attend une demande assez importante, et c'est là que l'on aura un deuxième challenge, justement. Je voudrais partir sur la philosophie de votre métier, parce que vous me disiez en coulisses que cette INJEZ avait utilisé des programmes qui étaient souvent concoctés à l'origine depuis les États-Unis, que c'était une idée, des associations qui avaient émergé d'abord aux États-Unis et puis qui se sont répandues à travers le monde. On voit d'autres exemples comme ça, comme la semaine de l'entrepreneuriat aussi, qui est une autre formule et qui émane aussi des États-Unis. Alors, quelle est la volonté qui est derrière, qui est apparente ou qui se cache? Je pense sincèrement que quand on prend l'exemple des États-Unis, quand on prend le PIB américain qui est à très grand pourcentage issu des PME, c'est à partir de ce constat que l'on a à apprendre un maximum d'eux et des meilleures pratiques qui se font chez eux, les meilleures expériences qui se font chez eux. C'est à partir de là que, entre autres, vous avez parlé de la GEW qui a été inspiré certes par le modèle américain, mais qui au jour d'aujourd'hui existe dans plusieurs pays. Et c'est la même chose aussi pour Injaz El Jazair, c'est-à-dire que même si nous, à l'origine, nous avons pu lancer nos programmes en ramenant nos programmes par des pays voisins tels que le Maroc et la Tunisie, mais l'origine de ces programmes est certes américain. Ensuite, je tiens à préciser quelque chose qui est très important, c'est que la totalité de nos programmes sont mis en adéquation avec le contexte socio-économique algérien. C'est-à-dire que le squelette global du programme, type campagne-programme, qui est constitué de 3 grandes étapes qui sont la création, le développement et l'exploitation. Dans le modèle algérien, on garde ces 3 grandes étapes. Mais la création en Algérie est complètement différente de la création, même dans un pays voisin. Vous allez au Maroc, les contraintes que rencontre un entrepreneur ne sont pas les mêmes. De là à parler des États-Unis, c'est le jour et la nuit. Donc les programmes sont réellement algérianisés. Comment, à titre comparatif, vous jugez la jeunesse algérienne dans sa relation avec l'entrepreneuriat? Est-ce que quel est le contexte culturel vis-à-vis de l'entrepreneuriat en Algérie, chez la jeunesse? Je pense sérieusement sincèrement que le jeune Algérien... Dans un pays qui est passé par la case socialiste. Justement. Là, nous avons une génération de jeunes qui est très intéressée par l'entrepreneuriat. Cet engouement existe réellement. Il suffit de voir le nombre de personnes le nombre d'universitaires, etc., qui vont à toutes les manifestations concernant l'entrepreneuriat. Et même, on va aller juste à côté en parlant de leadership et ceux qui sont leaders via leur business. Par contre, on dira que l'environnement familial algérien n'encourage pas le fils, la fille à être entrepreneur pour des raisons de sécurité. La sécurité de l'emploi, il serait mieux pour l'individu d'être employé, d'avoir son salaire assuré, etc. Donc c'est en plus de ce côté formation en entrepreneuriat, il y a encore de grands chantiers à faire sur la culture entrepreneuriale elle-même et à travailler sur l'image que l'on a de l'entrepreneur en Algérie. D'accord. En fait, vous organisez souvent donc des tournois à l'échelle arabe. N'aurait-on pas pu imaginer ce type de tournoi à l'échelle maghrébine? Et j'aimerais même aller plus loin. Est-ce qu'on ne peut pas organiser demain ce genre de tournoi à l'échelle algérienne, par région, histoire de dynamiser le processus? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, et je dis bien avant la réussite de ce challenge, la convention avec le ministère de l'Industrie. Concernant cette fameuse compétition, nous pouvions lancer entre 20 et 30 projets étudiantins par an. La plupart étaient concentrés sur Alger, avec quelques-uns, 1 ou 2 à Oran, 1 ou 2 à Constantine, etc. Donc il n'y avait pas les moyens d'imaginer justement des compétitions régionales qui finiraient éventuellement par une compétition régionale. C'est pour ça qu'entre 2010 et 2017... Ou par université.
ou même Ou par école. université. Ou même par université. Quand on parle de toute une wilaya où on n'a qu'un seul projet, cette configuration n'est pas faisable. Donc jusqu'ici, nous avons réalisé qu'une seule compétition nationale où nous mettons réellement tout le monde en compétition. Là, avec ce partenariat, il y aura sûrement beaucoup de nouveautés à ce sujet en fin d'année prochaine, durant l'année 2019. Alors, on vous regarde et il y a certainement des étudiants, des formateurs Oui. et puis le grand public. Qu'est-ce que vous disiez que vous appelez un peu tout le monde à vous rejoindre. Oui. Qu'est-ce que j'aurais à leur dire? C'est un appel. Et comment les motiver par rapport à cela? C'est un appel d'abord pour les... Les formateurs sont payés? Non. C'est du bénévolat. Et strictement. Hein, c'est du bénévolat à 100%. Nous sommes une vraie association. donc voilà, nous sommes une association quel est le temps que vous dispensez à chaque étudiant par année ou par... Ça dépend le programme. Au jour d'aujourd'hui, nous avons un éventail de 7 programmes différents qui vont de 4 heures à 6 mois. Donc tout dépend de la disponibilité de l'étudiant. On sait très bien que leur programme ne leur permet pas toujours de participer à ces activités extra-universitaires. Dans ce projet de convention, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez former, accompagner sur des projets qui n'auront pas d'assises réelles dans la vie économique algérienne. Qui pourraient se transformer. Mais dès lors qu'ils se transformeront, votre rôle s'arrête là. Vous disparaissez. Exactement. C'est à partir de là que rentre le rôle du ministère de l'Industrie. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'il y ait des sortes d'INJAS pour accompagner les startups ou les entreprises? Exactement. Il faut comprendre quelque chose de très simple et de très basique. C'est que l'entrepreneuriat ne dépend pas sur un seul acteur. L'entrepreneuriat est tout un écosystème. Dans cet écosystème, nous avons les banques qui ont leur rôle. Nous avons les structures d'appui qui ont les rôles. Nous avons la juridiction qui a sa rôle. Nous avons les incubateurs, les pépinières, les universités et nous avons d'autres structures telles qu'INJAS. Et chacun doit jouer son rôle. Qui sont là pour créer un lien entre ces structures. Et une stimulation. Exactement. D'accord. Comment aujourd'hui vous pouvez un petit peu recenser ce qui a été fait au-delà du nombre des étudiants qui ont été accompagnés? Mais comment vous pouvez matérialiser un petit peu les résultats, les bons résultats que vous auriez faits? Comment vous défendez votre bilan aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, en disant on a formé, oui, mais de quelle manière? Comment peut-on sentir que vous avez bien formé? Là, on parlera des résultats. Parce qu'en réalité, c'est la transformation qui nous intéresse. Exactement, c'est le résultat final. Et là, quand on parle de résultat final, il y a certes ce premier, on va dire, output qui est de 18 000 personnes formées, mais ensuite vous me direz, oui, formées pour, que sont-ils devenus? Au jour d'aujourd'hui, nous avons un certain nombre d'entreprises qui emploient plus de 10 personnes et on ne les compte pas sur les doigts d'une seule main. En tout et pour tout, nous sommes en train de flirter avec les 5-6% de personnes qui sont passées par nos programmes, donc de ces 18 000 personnes qui sont toujours entrepreneurs et chefs d'entreprise. Une organisation qui serait importante, ce serait celle aussi qui, après votre travail, essaierait de rassembler des business angels qui interviendraient réellement pour lancer le processus définitif. Exactement. Ça, ce serait la configuration idéale. Et justement, le meilleur appel, je pense que l'on pourrait faire, c'est vers tout business angel ou investisseur providentiel en Algérie, sur les 4 coins du pays. Mahdi Atmani, merci infiniment. Merci à vous, Reda. Bonne chance à Injaz El Jazair et à tous ces jeunes qui vont être derrière vous, enfin que vous allez accompagner en tout cas. Voilà, mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention et je vous dis à vendredi prochain.